Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle présentation aujourd'hui dédiée à l'investissement avec le calendrier économique. Élément particulièrement indispensable, soutien vraiment littéralement majeur au sein de la communauté des investisseurs, au sein de la communauté des traders et des analystes. Voilà, on va commencer tout de suite donc cette présentation en attaquant avec les fondamentaux comme toujours, donc avec vraiment les points centraux qu'il faut avoir en tête avant d'appréhender littéralement le calendrier économique, avant vraiment de baser une partie de son investissement sur cet outil particulièrement indispensable. Alors le premier point, justement, l'étude, littéralement l'étude des fondamentaux économiques va nous faire reposer, va nous faire travailler sur une seule et même question finalement. Quelle est la valeur, la vraie valeur, la valeur intrinsèque d'un actif vis-à-vis des informations auxquelles on a accès face au relais médiatique, face au calendrier économique à proprement parler. Je reviendrai sur ces deux notions tout au long de la vidéo, bien entendu. Et de facto, quelles sont les hypothèses, quels sont les scénarios que l'on peut formuler, que l'on peut générer par rapport à notre trame d'investissement pour rentrer à la hausse, rentrer à la baisse sur tel ou tel actif. Finalement, est-ce que l'essentiel même de nos opérations ne va pas en très grande partie dépendre de ces fondamentaux, de ces publications économiques? On le verra tout au long de cette présentation. Alors il y a plusieurs postulats, plusieurs hypothèses initiales que l'on va reprendre ici rapidement. Donc les nouvelles économiques affectent forcément le prix du marché, ça c'est absolument indispensable. Derrière le mot affecter, évidemment, tout dépend de l'amplitude. Une publication majeure comme peut l'être justement le PIB trimestriel américain, ce sera l'exemple central que je prendrai tout au long de cette vidéo, eh bien va naturellement affecter ce qu'on appelle le prix du marché. Alors derrière marché aussi, il faut voir un petit peu ce que l'on met littéralement. Le marché, c'est un peu le nom générique pour qualifier l'ensemble des cotations auxquelles on a accès. Finalement, une publication majeure, essentielle au niveau mondial, comme peut l'être justement ce fameux PIB trimestriel américain, ou même annuel, pourquoi pas, va pas simplement affecter la devise américaine, le dollar et les indices américains, comme peuvent l'être le Dow Jones ou le Nasdaq, mais va également affecter des valeurs, toujours au sein donc du marché, qui sont totalement corrélées, qui peuvent être celles de pays à des milliers de kilomètres. On parle très souvent, pour illustrer un peu la chose, de corrélation entre Wall Street d'une part et puis les valeurs européennes d'autre part, notamment face au DAX 30 par exemple, l'indice allemand, qui lui aussi est extrêmement soumis donc à ces publications qui peuvent être majeures mais qui peuvent surtout être celles d'autres pays, celles d'autres nations à l'autre bout du monde. Le prix actuel, le prix de la cotation à l'instant T, reflète forcément la réalité économique et, nouvelle notion, les attentes des investisseurs. On verra justement dans quelques secondes ce que l'on peut entendre par attente, justement avec notamment cette notion de pricing. Le marché cherche constamment à trouver une sorte d'équilibre. Alors équilibre volontairement, je l'ai mis entre guillemets parce que tout dépend là aussi un petit peu de ce que l'on met derrière le mot équilibre. Idéalement, la théorie veut que le marché cherche toujours le juste prix, enfin de sorte plutôt à refléter correctement la réalité économique. Alors c'est de moins en moins vrai, il y a beaucoup de critiques à ce niveau-là, notamment sur le fait que désormais la réalité boursière est totalement décorrélée de la réalité économique, peu importe, parce qu'au final on va toujours revenir au même proverbe, au même adage qui est le suivant: seul le marché a raison, on est soumis au marché, le marché n'est pas soumis à nous. Donc finalement, même si l'on considère que les bourses actuelles, le niveau des bourses actuelles, notamment par exemple l'indice allemand, pour reprendre toujours ce même exemple, eh bien ne reflète absolument pas la réalité économique de l'Europe, du vieux continent, quelque part, peu importe, puisqu'encore une fois, seul cet adage finalement compte réellement. Donc cette notion d'équilibre est quand même très variable, c'est justement pour cette raison-là que je l'ai mise entre guillemets, mais ça reste l'une des hypothèses, l'un des postulats les plus fréquents, les plus indispensables pour bien appréhender cette notion de calendrier économique. Alors quid du pricing et de la spéculation? Le pricing, ce qu'on appelle le pricing en anglais, généralement c'est vrai qu'on utilise également entre traders francophones cette notion. Tout simplement, pricing littéralement c'est le fait d'insérer dans les cotations, le fait d'investir déjà dans l'attente d'une publication. Par exemple, concrètement, à 14h30, aujourd'hui, par exemple, je vais avoir le PIB trimestriel américain. Il n'est que 11 heures. Le consensus, comme on le verra tout à l'heure, nous dit que le chiffre devrait être meilleur que le précédent résultat, donc pour le trimestre précédent. Donc les opérateurs commencent à investir plutôt à la hausse sur les indices et sur le dollar, ce qu'on appelle le pricing, donc investissent alors que la publication n'est pas encore dévoilée, mais dans l'attente qu'elle soit tout aussi bonne, si ce n'est même meilleure que ce sur quoi table le consensus économique. Alors, pricing finalement est donc très lié à la spéculation, bien entendu. Ces deux notions sont absolument indispensables puisque finalement, l'impact d'une actualité économique ne sera pas simplement exercé sur les cotations à l'instant de la publication et au-delà. Cet impact peut également s'exercer avant
la publication. C'est majeur, cette notion de pricing est absolument indispensable. Elle est très liée à la spéculation. Toute la spéculation, bien entendu, ne s'explique pas seulement par ce phénomène de pricing, mais c'est vrai que les deux notions sont extrêmement mariées. Alors, un prérequis assez important, évidemment, c'est bien entendu comment accéder au calendrier économique. Alors, il en existe plusieurs, évidemment, sur Internet. Moi, je m'arrêterai bien entendu essentiellement sur celui d'XTB, mais sous deux formes particulières. Celui, évidemment, de notre site, sous l'onglet Analyse. Sur la page d'accueil du site, sous l'onglet Analyse, on va retrouver calendrier économique. Et puis, sous une autre forme, une seconde forme, celle qui est propre à Xstation, puisque vous le savez, au sein de notre plateforme de trading, et on le verra tout à l'heure, à l'occasion de la seconde partie de la vidéo, eh bien, il y a la possibilité d'accéder à ce même calendrier économique sous une forme, je dirais, totalement intuitive, assez interactive, puisqu'effectivement, on n'a pas à recharger à une page, tout se met à jour instantanément, et effectivement, on pourra notamment commenter un petit peu, en guise d'exemple seulement, les prochaines publications qui nous attendent, notamment à l'occasion de la semaine prochaine. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, mais à l'occasion de la seconde partie de la vidéo. Alors, il y a quelques horaires fréquentes à bien connaître au sein de ces prérequis pour bien aborder le calendrier économique. J'en ai distingué essentiellement trois. D'abord, globalement, l'horaire majeur à laquelle sont publiés globalement les chiffres européens. Globalement aux alentours de 10 heures du matin, alors c'est plus ou moins vrai, disons que c'est une moyenne, il peut y en avoir à 8h30, à 9h, à 11h, mais globalement l'essentiel par rapport à notre fuseau horaire en France, eh bien l'essentiel de ces publications européennes vont être dévoilées aux alentours de 10 heures du matin. Un tout petit peu plus tard, en ce qui concerne le Royaume-Uni, plutôt sur le coup de 10h30. Globalement, ce sont des constantes, une sorte de norme un petit peu pour bien appréhender les différents calendriers économiques, bon, mais qui dans les grandes lignes sont globalement les mêmes. Et puis pour les États-Unis, là, j'ai voulu en distinguer trois différentes, 14h30, 16h et 20h. La grande différence exerçant surtout, évidemment, entre ce bloc de 14h30, 16h, 1h30 à peu près de publication assez majeure. Je rappelle que Wall Street ouvre de notre point de vue à 15h30, et puis à 20h. Là, 20h, c'est plus lié, je dirais, généralement lié plutôt à la Banque centrale américaine notamment. Il arrive souvent que les conférences de presse, notamment en ce moment de Janet Yellen, aient lieu plutôt par rapport au FOMC à 20h. Voilà, ce sont globalement des horaires assez fréquentes. Maintenant, évidemment, on peut trouver 1001 exceptions où tel chiffre européen sera plutôt dévoilé à 8h, tel chiffre américain plutôt à 18h, mais globalement, ce sont un peu ces blocs-là sur lesquels j'insisterai. Alors, il y a une question qui m'est souvent posée, c'est finalement, quel est la meilleure horaire par rapport à notre fuseau horaire pour investir? Il n'y a pas de mieux, de moins bien, d'excellent, c'est pas tellement la chose. Mais généralement, c'est vrai que j'y réponds en disant, malgré tout, d'un point de vue assez concret, ce qui est important au-delà du calendrier économique, c'est l'heure à laquelle s'abattent les volumes des grandes places boursières sur le marché. Il y en a essentiellement deux grandes places boursières qui en plus correspondent évidemment plutôt bien par rapport à notre fuseau horaire français, enfin on va dire d'Europe de l'Ouest plutôt. Eh bien c'est la tranche 15h30, 17h30. Alors pour deux raisons. 15h30 c'est l'ouverture de Wall Street. 17h30 c'est la fermeture globalement des grands desks de trading européens. Ce qui veut dire qu'entre ces deux heures-là, entre 15h30 et 17h30, eh bien, je vais avoir sur le marché à la fois les volumes américains, mais en plus les volumes européens. L'Europe, globalement, à la fin de sa séance, sur cette tranche-là, les États-Unis sont plutôt au début de leur séance. Je rappelle qu'en parallèle, Wall Street ferme à 22h et que l'Europe, globalement, ouvre ses desks de trading à partir de 9h. Voilà. Donc, on peut pas dire qu'il y ait vraiment un absolu, que ce soit vraiment la meilleure tranche possible, mais ce n'est clairement pas un hasard si par exemple les séances de live trading sont entre 15h15 globalement et 16h30. C'est évidemment pour attaquer un petit peu l'introduction avant l'ouverture de Wall Street et être en plein dans cette tranche de volume très importante, à nouveau entre 15h30 et 17h30. Voilà. Alors, quelques recommandations stratégiques pour bien terminer cette première partie de la vidéo, de la présentation, avant d'attaquer directement l'approche, je dirais, du calendrier sur Xstation. Alors, il y a plusieurs étapes à réaliser et à bien comprendre avant d'aborder le calendrier économique. D'abord, dans un premier temps, avant que la publication ne soit dévoilée, on va s'intéresser évidemment au consensus, donc à la prévision. Quel est le chiffre attendu? Est-ce qu'il est supérieur, égal ou inférieur à la précédente valeur? Est-ce que globalement le marché est plutôt satisfait et plutôt optimiste, ou au contraire, est-ce qu'il montre des signes d'inquiétude? Deux sources majeures, on va dire globalement, viennent réaliser ces consensus. D'une part Bloomberg, d'autre part Reuters globalement, quelques exceptions notamment au niveau des PMI, avec une autre source qui est celle de Markit, parfois HSBC. Globalement, on a quelques grands noms du secteur qui représentent le consensus, qui vont faire une sorte de sondage auprès de X investisseurs, X
analystes reconnus, X économistes, ils vont faire une moyenne de ces prévisions et ils vont obtenir globalement un chiffre qui sera celui de la prévision, qui apparaîtra globalement de la même manière sur l'ensemble des calendriers économiques. Voilà. Alors naturellement, ça s'entend qu'il faut se baser sur le consensus, qu'il faut écouter le consensus. Que veulent vraiment les investisseurs? Je fais ici un écho évidemment au pricing, où encore une fois, le pricing va essentiellement reposer sur le consensus, puisque par définition, la valeur, au moment où on fait le pricing, la valeur n'est pas encore actée, la valeur n'est pas encore dévoilée, qu'elle soit d'ailleurs meilleure ou pire que ce sur quoi tablait le consensus. Voilà. Et puis il y a une notion trop méconnue, ce sont tout simplement les biais. Est-ce que le biais est intuitif ou contre-intuitif? Je vais prendre deux exemples concrets. Ce que j'appelle un biais intuitif, c'est tout simplement, par exemple, si j'ai un PIB, ou plutôt prendre le cas du PIB, on va plutôt prendre le cas de l'emploi ou de l'inflation. Disons l'inflation américaine. Si l'inflation est globalement bonne, globalement optimiste, si elle est en progression, mais dans les limites fixées par la Banque centrale américaine. Je rappelle que globalement, comme pour la BCE, la Fed a un objectif légèrement inférieur à 2% d'inflation à moyen terme. Eh bien, si l'inflation des États-Unis, globalement, respecte cette trame-là, dans le bon sens du terme, on a un biais intuitif. On s'attend à ce que les investisseurs achètent du dollar et fassent monter les différents indices américains. Sans parler même de la corrélation qui peut s'exercer sur d'autres actifs, d'autres pays, comme je vous disais tout à l'heure, et en particulier en Europe. Bon, ça c'est un biais intuitif. Il peut y avoir des biais contre-intuitifs. En ce moment même, la Banque centrale américaine, la Fed, est en train de ce qu'on appelle normaliser sa politique monétaire. Alors, en ce moment, en fait, c'est l'exemple du moment, mais évidemment, c'est simplement une illustration qui sera tout aussi valable dans plusieurs années face à d'autres valeurs, face à d'autres chiffres. Eh bien, en ce moment, si l'inflation monte, si l'inflation est plutôt bonne aux États-Unis, eh bien, les investisseurs vont tabler sur le fait que la politique monétaire des États-Unis va se normaliser, que les taux directeurs globalement vont être relevés un peu plus tôt que prévu. Ce qui, aux yeux du marché, est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc là, on va être sur un biais contre-intuitif qui, en cas de hausse de l'inflation, en cas de respect de la trame de fond fixée par la Banque centrale américaine, eh bien, risque de faire baisser le dollar et risque de faire baisser les différents indices, on pourrait dire occidentaux, mais on va surtout s'arrêter sur l'exemple américain. Alors c'est très important parce que finalement, comprendre le calendrier économique, ça demande surtout de remettre chaque chiffre dans un contexte précis, dans le contexte du moment, de sorte à ce qu'on ne soit pas trop déstabilisé quand un chiffre, une fois publié, eh bien, implique un comportement contre-intuitif de la part des opérateurs boursiers. C'est pas tout d'avoir le calendrier économique sous les yeux et de se dire la valeur est supérieure, inférieure à la précédente et au consensus. Il faut surtout avoir, je dirais, une culture de fond, une culture économique qui permet de créer un véritable contexte. Parce que sans ce contexte-là, on est complètement perdu par rapport à ce biais intuitif et à ce biais contre-intuitif. Il y a 6 mois, l'inflation en hausse aux États-Unis aurait plutôt fait monter les indices. Aujourd'hui même, elle les ferait plutôt baisser. Et pourtant, de facto, aux yeux du calendrier économique, ce que l'on voit apparaître sur le calendrier économique, visuellement, c'est globalement la même chose, globalement le même chiffre. Mais l'impact boursier sera très différent parce que le contexte a changé. Et en l'occurrence, la Banque centrale américaine, depuis, cherche à normaliser sa politique monétaire en l'indexant littéralement à plusieurs chiffres qui sont notamment ceux de l'emploi, mais évidemment par rapport à l'exemple également ceux de l'inflation aux États-Unis. En somme, attention à l'écart entre la valeur qui est réellement dévoilée, la valeur qui est réellement publiée et le consensus. Le consensus peut évidemment se tromper. On en a l'exemple globalement tous les jours. Le consensus parfois est extrêmement optimiste et finalement on a une déception au niveau de la valeur qui est réellement dévoilée. Donc non seulement il faut remettre les choses dans leur contexte, bien comprendre ces notions de biais intuitif et contre-intuitif, mais en plus il ne faut pas partir du postulat que le consensus a forcément raison. Il n'y a pas d'absolu. Si le consensus avait systématiquement raison, j'en reviendrai toujours à la même chose qui est juste du bon sens, eh bien on aurait le métier le plus simple du monde, on aurait juste à faire que du pricing en se disant le consensus aura encore raison, c'est forcément vrai, c'est forcément bon, il n'y a pas grand chose à faire, j'ai aucun effort à formuler. C'est totalement faux et donc comme on le verra à nouveau dans quelques secondes, ça nous renvoie là aussi encore une fois à la toile d'araignée, c'est-à-dire aux différentes vidéos de formation et notamment à ces notions évidentes de money management. Voilà. Alors, toujours par rapport à ces recommandations stratégiques, il y a, je dirais, une sorte de timing, une sorte de créneau à bien attraper. D'abord, on va s'intéresser évidemment au pricing, donc à la période qui précède l'annonce. On va déjà commencer à voir, selon l'importance évidemment, ça aussi c'est majeur, mais j'y reviendrai en seconde partie, selon l'importance de l'annonce, on aura plus ou moins de volatilité, plus ou moins de pricing juste avant. Alors effectivement, si c'est un PIB américain par exemple pour le trimestre précédent,
il y a une énorme attente. Peu avant l'annonce, le marché va commencer déjà à faire beaucoup de pricing. Par contre, si c'est de très faible importance, et on verra justement tout à l'heure comment distinguer les publications de faible, de moyenne et de grande importance, eh bien effectivement, si c'est une publication de faible importance, que ce soit avant, pendant ou après l'annonce, il n'y aura pas de volatilité énorme, il n'y aura pas un impact monstrueux sur le marché. Mais alors, le timing, il dépend pas juste de ça, il dépend pas juste de cette évidence qui est celle-ci. Il y a toujours un avant, un pendant et après, quel que soit le sujet, mais ça dépend ici aussi de l'annonce, donc de son importance, et j'insisterai lourdement sur le mot importance, puisqu'effectivement, on y viendra tout à l'heure, mais aussi du profil de l'investisseur, finalement. Une publication, quand bien même de moyenne ou de forte importance, pourrait très bien provoquer énormément de tumulte sur le marché à très court terme pour la séance en cours, mais ne pas remettre en cause la tendance de fond qui est celle du mois sur le même actif. Donc là, finalement, ça va dépendre de l'investisseur. Est-ce que je suis un investisseur à très court terme, dans quel cas cette seule annonce qui peut faire trembler les cours aujourd'hui, eh bien, va être déterminante pour moi. Au contraire, si je suis un investisseur à long terme, je vais me dire qu'il va falloir un peu serrer les dents pendant la séance en cours, mais finalement, ça ne remettra pas en cause la tendance de fond. Voilà. Alors, c'est très important, il n'y a pas d'absolu, tout dépend de votre approche, évidemment, au niveau du trading. Il y a autant de stratégies, autant d'attentes qu'il y a d'investisseurs, ça c'est évident. Et surtout, n'oubliez jamais que plus qu'ailleurs, bien plus qu'ailleurs, le risque zéro n'existe pas. Le risque est omniprésent en trading, donc c'est très important de bien associer ce timing, son approche personnelle et cette notion indispensable de risque qu'il faut systématiquement rappeler, mentionner, souligner. Voilà. Et c'est pourquoi, bien entendu, on en revient à ces notions de money management, qu'il s'agisse des stop loss, take profit, des objectifs. Là, je ne fais qu'ouvrir évidemment la porte pour vous donner envie de perfectionner votre money management, notamment vis-à-vis des autres vidéos de formation diffusées sur YouTube que l'on a diffusées ces derniers temps, dont certaines intégralement dédiées justement à ces notions de money management. Alors, toujours dans les recommandations, et ce sera la dernière slide de la première partie, de la partie théorique, avant d'attaquer directement Xstation, eh bien, quid des actualités plus générales? C'est sûr, parce que finalement, pour reprendre un petit peu, 3 grands dossiers majeurs qui sont ceux, je dirais, de ce mois-ci, qui seront évidemment totalement obsolètes dans quelques temps, mais peu importe, parce que finalement ici il ne s'agit que d'un exemple, eh bien, différents sujets, tout aussi puissants que le calendrier macroéconomique, voire plus, ne peuvent pas apparaître dans le calendrier, parce que ça n'est pas à proprement parler des publications économiques, ça n'est pas comparable à justement ce fameux PIB américain. Alors je vais prendre 3 exemples qui sont les nôtres en ce moment. Évidemment le dossier grec, les craintes qu'il y a, les négociations qu'il y a au sein de l'Eurogroupe face à la dette grecque, face aux partis politiques Syriza, face également donc aux échéances et aux obligations qui sont celles de la Grèce par rapport à certains partenaires, en ce moment par exemple le FMI. Voilà, c'est évidemment un exemple très ancré au moment où cette vidéo est créée, au moment où cette vidéo est générée. Si on reprend cette vidéo dans 3 ans, il faudra bien comprendre évidemment que ça n'est que l'exemple du moment. Mais le commentaire de fond reste exactement le même. Autre exemple, évidemment, en ce moment, les négociations autour du nucléaire iranien, qui ont abouti hier sur un accord de principe. Un 3e exemple qui peut tout à fait être contextuel. On pourrait par exemple citer la nouvelle guerre qui vient d'éclater au Yémen face à une coalition sunnite. Voilà, ce sont des sujets contextuels qui par définition ne peuvent pas apparaître dans le calendrier économique puisque ça n'est absolument pas la fonction du calendrier, mais il y a quand même plusieurs notions à bien comprendre pour élargir cette notion de calendrier économique et faire un travail complet. Alors évidemment, ça va dépendre de l'actif, de l'horaire et de l'investisseur. C'est sûr que si je suis un investisseur, par exemple japonais, vivant au Japon, donc c'est important à la fois pour l'actif, l'horaire et l'investisseur. Bon, finalement, la guerre au Yémen va peut-être pas, ou même le dossier grec va peut-être pas avoir le même impact que nous autres investisseurs globalement français, sur le fuseau horaire français, sur des actifs globalement qui sont les nôtres, on va dire au sens large plutôt des actifs occidentaux. Voilà, ce qui n'empêche pas d'investir évidemment sur les actifs asiatiques, la difficulté étant surtout celle du décalage horaire. Donc déjà, l'actualité, cette notion d'actualité générale et même le calendrier économique va quand même dépendre de la personne qui l'interprète, du pays où la personne est, de sa nature d'investisseur pour envoyer aux précédents commentaires, et puis évidemment de l'actif auquel je m'intéresse. Le dossier grec n'aura pas le même impact sur le Kospi 200, l'indice coréen, qu'il n'en a actuellement par exemple sur le DAX 30, l'indice allemand. Alors finalement, et on le verra dans quelques secondes sur Xstation, il y a plusieurs compléments
d'informations, c'est le cas de le dire, au calendrier économique. Il y a l'onglet News, donc qui vient synthétiser les grandes actualités du moment, tout en reprenant plus les éléments du calendrier économique. Traderstalk, qui est vraiment un outil exceptionnel, qui permet à des traders professionnels du monde entier d'échanger des informations, des rumeurs. Je dirais que News est complet au niveau de la démarche, c'est-à-dire que chaque information est développée sous la forme d'un tout petit article, alors que Traderstalk, c'est essentiellement une ligne synthétisant une crainte, prenant le dessus sur le biais de l'actualité. Je rappelle qu'évidemment les rumeurs ont autant, si ce n'est plus d'impact que les actualités générales et les publications du calendrier macroéconomique. On a par exemple en ce moment une rumeur qui s'exerce jusqu'au 9 avril 2015. Au moment de cette vidéo, nous sommes le 3 avril 2015. C'est très important de recontextualiser la chose, au cas où la vidéo serait vue dans plusieurs mois, plusieurs années. Mais effectivement, il y a une rumeur qui dit que la Grèce, jeudi prochain, dans 6 jours, n'aura pas la capacité de payer, d'honorer sa dette, une partie de sa dette plutôt, envers le FMI. Ça n'est qu'une rumeur qui a été démentie maintes fois par le gouvernement grec, mais peu importe, le mal a été fait. Les craintes ont été soulevées à nouveau, quels que soient les démentis, les craintes ont été soulevées au sein des opérateurs boursiers. Donc on a plutôt un biais baissier en ce moment, jusqu'aux dernières heures de cotation, très mitigé, plutôt craintif. Donc c'est très important de bien intégrer également cette notion de rumeur absolument indispensable, et notamment que l'on retrouve sur Traderstalk. En résumé, on va avoir le calendrier économique pour les publications attendues à heure fixe et pour lesquelles on a un consensus. L'onglet News est d'une manière générale, je dirais, les relais médiatiques de qualité, les grands médias de qualité. L'onglet News, donc, qui va notamment nous permettre de développer le contexte, de développer la trame de fond par rapport à des sujets majeurs. Et enfin, l'onglet un peu virulent, l'onglet particulièrement puissant, qui est celui des rumeurs, notamment via Traderstalk. Alors, je fais une petite capture d'écran simplement pour synthétiser un peu la chose sur Traderstalk, mais évidemment, on y arrivera de manière beaucoup plus intuitive dans quelques secondes sur Xstation. Donc on attaque cette seconde partie de la vidéo directement sur Xstation. Alors la première chose, c'est évidemment de rappeler où sont les différents onglets. Évidemment, ça va être assez intuitif, hein. Le calendrier économique va apparaître globalement, j'allais dire en haut à droite, c'est plutôt en haut, au centre, légèrement sur la droite de la plateforme. Eh bien, sous l'onglet calendrier, on va bien entendu arriver sur le calendrier macroéconomique. Ce sera le premier point. On verra le second avec l'onglet news et puis Traderstalk que j'ai présenté il y a quelques instants. Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que bien entendu, comme tout calendrier, on va distinguer dans un ordre chronologique, tant au niveau de la date que de l'heure, chaque publication. Je vais d'abord avoir, par exemple, dans le cas du mardi 7 avril 2015, la publication de 3h30, puis celle de 9h, 9h15, 9h45, 9h50, etc., etc., chronologiquement, jusqu'à passer à la séance suivante du mercredi 8 avril. C'est le premier point, hyper intuitif, hyper logique, mais malgré tout toujours bon à rappeler. Le deuxième point, et c'est l'une des notions sur lesquelles j'ai insisté assez longuement tout à l'heure, c'est celle, littéralement, d'importance de la publication. Alors pour ce faire, et pour faire écho justement à une autre vidéo, un petit peu de présentation du calendrier économique qui est déjà sur notre chaîne YouTube, un tutoriel pour bien aborder Xstation, eh bien vous avez un code couleur assez simple. Un point d'exclamation blanc va indiquer une publication de faible importance, ce qui est notamment le cas du PMI des services, du PMI du secteur des services, du secteur tertiaire, économiquement parlant, en Italie, qui sera dévoilé à 9h45, très précisément le mardi 7 avril. Alors, donc blanc, faible importance, sous-entendu, pas de quoi faire trembler les marchés ou les rendre complètement euphoriques, quel que soit l'état de la publication. C'est le premier point. Intuitivement, vous l'aurez compris, en orange, un point d'exclamation orange, je vais venir distinguer une publication de moyenne importance. Là, déjà, on commence à arriver sur quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu plus riche, d'un peu plus intéressant. C'est notamment le cas des ventes au détail suisses qui seront dévoilées à 9h15 mardi 7 avril. Alors, essentiellement, là, on va surtout retrouver un impact essentiellement sur le CHF, le franc suisse, la devise suisse. Et puis sur l'indice suisse, c'est vrai qu'il va y avoir un peu de corrélation sur le reste de l'Europe, mais ça va rester relativement mitigé. Et enfin, bien entendu, le point d'exclamation rouge va venir distinguer une publication de forte importance, et c'est notamment le cas à 10h30 le même jour, toujours ce mardi 7 avril 2015. C'est notamment le cas donc pour le PMI des services, le PMI tertiaire en ce qui concerne la Grande-Bretagne. Voilà, ça c'est globalement pour l'importance. Très important de s'en rappeler. Plus l'importance est forte, évidemment, plus l'impact attendu sera puissant sur les marchés, plus que ce soit notamment par contagion sur des actifs corrélés, mais avant tout, et c'est bien naturel, sur les actifs du pays concerné. C'est quand même assez logique. Deuxième point, la période.
tout aussi pertinente évidemment. Bon, là aussi c'est très intuitif. On va retrouver en période soit un trimestre. Je rappelle que Q, la lettre Q en anglais vient distinguer quarter, donc trimestre. Là par exemple je vais avoir une publication pour le 4e trimestre, là où j'ai mon curseur. Après, bon, c'est évidemment le nombre, les 3 premières lettres du nom de chaque mois, février, mars, avril, etc., etc., etc. La valeur publiée, alors bien entendu, puisque toute cette partie que l'on a sous les yeux est postérieure à la vidéo, eh bien, il n'y a pas encore de valeur publiée, c'est-à-dire que ces chiffres-là sont attendus. Mais si je me replace dans le contexte de la semaine qui est en train de s'achever, eh bien, par exemple, en prenant les publications du mardi 31 mars 2015, avec notamment à 10h30 le PIB britannique, forte importance, là où j'ai le curseur, pour le 4e trimestre 2014, sous-entendu. Valeur précédente, valeur anticipée et valeur publiée sont mariées, vous le savez, j'en parlais tout à l'heure. La valeur précédente, donc sous-entendu pour le 3e trimestre 2014, était de plus 2,5%. Je rappelle que Y/Y, ça veut dire en rythme annuel, year to year, littéralement en anglais. Si on prend un exemple antérieur à 9 heures, la lettre Q, slash lettre Q, là c'est quarter to quarter, donc c'est évidemment en rythme trimestriel, sous-entendu dans le premier cas. La précédente publication faisait état en vérité d'une croissance britannique de plus 2,5% entre le 3e trimestre 2013 et le 3e trimestre 2014. L'attente du consensus était légèrement plus optimiste, à plus 2,7% entre le 4e trimestre 2013 et le 4e trimestre 2014, bien entendu. Et finalement, on a eu une valeur réellement dévoilée, une valeur publiée supérieure aux précédents résultats, propre en rythme annuel au 3e trimestre, et également supérieure au consensus à plus 3% entre le 4e trimestre 2013 et le 4e trimestre 2014. Voilà. Donc on a eu une phase de pricing plutôt optimiste, une phase d'intégration de la bonne publication à l'instant T globalement, et puis les secondes qui ont suivi, et puis une phase postérieure où tout au long de la journée, on a été globalement influencé par cette très bonne publication. Alors c'est vrai ici avec cette bonne valeur, on pourrait prendre l'exemple inverse avec des valeurs attendues comme négatives et qui sont encore pires que prévues. Également, comme je disais tout à l'heure, on peut prendre l'exemple d'instant où le consensus se trompe, le consensus est dans le faux. Alors, reste à savoir s'il est dans la bonne tendance et s'il a sous-estimé ou un petit peu exagéré telle ou telle publication réellement dévoilée, ou si au contraire il est totalement dans le faux, en tablant par exemple sur un bon chiffre, et finalement non seulement on n'a pas du tout la même amplitude, mais en plus on est sur un très mauvais chiffre. Voilà. Tout est possible, donc ne partez jamais du principe que la valeur anticipée, celle du consensus, est forcément parole d'évangile, est forcément bonne, est forcément dans le vrai. Voilà. Deuxième point important, l'onglet News. Je disais donc tout à l'heure, globalement, on va retrouver les éléments permettant de contextualiser le calendrier macroéconomique. Alors, à chaque fois, c'est résumé sous la forme d'une phrase, mais vous trouvez ce petit triangle gris sur la partie droite de chaque ligne. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès, je dirais pas à un article, ce serait exagéré de parler d'article, mais en tout cas sur 3, 4, 5, 6 lignes, permettant d'aller un peu plus loin, et notamment la source pour retrouver un article encore plus complet. Voilà. Généralement, c'est pour détailler un petit peu un chiffre macroéconomique, et c'est notamment le cas par hasard avec celui que j'ai pris, c'est-à-dire les ventes d'automobiles, les ventes de voitures en Allemagne. Voilà, on a un peu plus de détails, on a un peu plus de commentaires, on a une meilleure vision, un meilleur développement contextuel que la simple publication qui est apparue sur le calendrier économique, par exemple. Et enfin, Trader's Talk, je dirais qu'il vient synthétiser un peu ces deux premiers onglets, mais qui en plus vient ajouter certaines rumeurs fraîchement dévoilées dans la presse, et histoire d'avoir non pas un temps d'avance, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas, histoire d'être vraiment, en quelque sorte, dans les initiés ou dans les astucieux, pour reprendre un peu de Charles Stowe, en tout cas d'être au plus tôt informé grâce à Trader's Talk. Voilà. Donc là aussi, on va retrouver des commentaires de traders des quatre coins du monde. C'est un véritable outil de fond, un véritable outil intéressant. Il est rare par contre, qu'une publication soit véritablement développée, comme c'est le cas sur l'onglet News. Généralement, ça n'est qu'une phrase, mais on peut retrouver quelques exceptions. Je dirais une publication sur 10, c'est un peu plus développé, toujours sous la forme de ce petit triangle gris. Je clique dessus et puis voilà, je vais avoir une phrase ou deux qui va ajouter un peu plus de contenu à ma publication. Je peux également avoir dans ce cas-là, et notamment pour News, un commentaire audio. J'ai juste à cliquer en haut à gauche, enfin sur l'onglet son tout simplement, et puis sur l'onglet player, donc sur l'onglet permettant de lire la piste audio qui est rattachée à cette publication. Évidemment, le bouton retour me permet de revenir sur les différents onglets. Voilà globalement ce que l'on pouvait dire dans les grandes lignes, l'essentiel, les points majeurs dédiés au calendrier économique. C'est absolument indispensable de bien avoir toutes ces notions en tête.
C'est plus qu'une introduction, c'est une grosse introduction. Là, on a vraiment abordé, je dirais, toutes les grandes thématiques qui peuvent être rattachées à l'investissement via le calendrier économique. Alors, évidemment, je vous invite plus que jamais, comme d'habitude, à développer encore plus la chose en vous renseignant, notamment en abordant un peu ce que j'appelle communément la littérature boursière, c'est-à-dire les livres de trading, les livres pédagogiques de trading, pour aller encore plus loin sur ce sujet totalement indispensable, en rappelant évidemment que ces trois onglets, ces trois outils, renvoie à des notions auxquelles sont forcément soumis l'ensemble des opérateurs boursiers. Si une publication est bien plus mauvaise qu'attendue ou si elle est bien meilleure que prévue, ça peut complètement remettre en cause notre approche de notre portefeuille de trading, quel que soit notre style de trading, quel que soit finalement notre approche des marchés financiers. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller encore plus en profondeur, à aller encore plus loin, au-delà, bien entendu, de cette vidéo de formation, de cette déjà 18e vidéo de formation ici dédiée au calendrier macroéconomique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous invite évidemment à consulter nos autres vidéos de formation.